Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur TV. Bienvenue dans ce journal. L'assortissement d'un nouveau document référentiel comptable moderne, des difficultés liées au non-acquittement de certains pays de l'espace OHADA de leurs cotisations au sein de l'organisation. Ce sont là quelques points retenus lors de la clôture de la 44e session du Conseil des ministres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ce vendredi à Conakry. C'est un compte rendu signé Oumar Sow. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Au cours des échanges, qui ont souvent été houleux, les séminaristes sont parvenus à travers chaque point évoqué à trouver un consensus. Pour le président du Conseil des ministres de l'OHADA, l'approbation d'un nouveau règlement intérieur vise à créer les conditions nécessaires pour l'harmonisation du monde des affaires. Avec ce règlement, nous avons créé les conditions nécessaires pour garantir, de la part des professionnels du chiffre, des prestations d'un niveau de qualité élevé et compatible avec les standards internationaux. Conscient de l'impact positif de cette organisation qui garantit la sécurité des affaires et celle du droit, le vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo entend œuvrer pour sa pérennisation. Nous devons nous donner les moyens pour que cette institution demeure et qui est très utile à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Plusieurs décisions pour la réglementation du droit des affaires en Afrique ont été adoptées, et cela dans le seul but que chaque État membre de l'organisation puisse faire appliquer le droit OHADA dans son ordre interne. À cela s'ajoutent des stratégies permettant aux nations membres de s'acquitter permanemment de leurs cotisations pour son bon fonctionnement. Tous les États ont pris des engagements en matière financière. Mais ce qui est important surtout, et c'est ça qui est novateur, c'est que on va adopter le système de financement interne par prélèvement sur les produits financiers ou autres produits douaniers dans nos différents États. D'après le ministre Cheikh Sakou, c'est avec satisfaction que les travaux de cette 44e session se sont déroulés en Guinée. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'octobre prochain pour la seconde réunion qui sera d'ailleurs la dernière en République de Guinée. La libre circulation des personnes et des biens, un facteur d'intégration sous-régionale, mais aujourd'hui, cette expression ne semble se limiter qu'aux mots. Sur le terrain, nombreux sont les citoyens de l'espace CEDEAO qui se plaignent des tracasseries quotidiennes au niveau des frontières. Une réalité reconnue par Honorable Radia Issata Daffé, membre de la Commission libre circulation des hommes et des biens au Parlement de la CEDEAO dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM Guinée. Décryptage Aïssata Fofana. La libre circulation des personnes et des biens consiste à permettre aux ressortissants des États membres d'une organisation d'intégration économique de se déplacer librement sur l'ensemble des territoires des États membres, d'y résider et de s'y établir en vue d'y exercer une activité économique salariée ou indépendante. Dans l'espace de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, plusieurs protocoles, dont celui adopté le 29 mai 1979 à Dakar, organisent les modalités de réalisation de la libre circulation. Mais aujourd'hui, cette circulation et le droit d'entrée se heurtent à des pratiques illicites. Quand on voit les tracasseries au niveau de nos frontières, c'est tout autre chose. On a eu à visionner au Parlement là-bas un film qu'on appelle Taxi CEDEAO. Un véhicule qui circule avec des agents de la CEDEAO, avec caméra cachée dans certaines frontières qu'on nous a montré, et on a vu tout ce qui se passe au niveau des frontières. Les tracasseries que les citoyens rencontrent. Pour Hadja Aïssata Daffé, la faute incombe aux agents de sécurité qui doivent respecter et faire respecter ces protocoles de libre circulation pour faciliter la tâche aux citoyens sur le terrain. C'est l'application sur le terrain qui fait défaut. Les hommes qui doivent l'appliquer. Parce que c'est souvent à nos frontières. C'est les hommes en tenue qui doivent respecter ça. J'étais quand même heureuse quand j'ai vu dans le film Taxi CEDEAO, la Guinée n'était pas incriminée. Et on n'a pas manqué de dire ça aux forces de défense et de sécurité à la frontière de Pamela. Au contraire, ils se sont plaints. Ils nous ont dit que lorsque les Guinéens qui traversent la Sierra Leone pour aller au Libéria, ils sont souvent stoppés. Ils sont obligés de faire maintenant désormais un laissez-passer
D'après la députée de la Commission libre circulation des personnes et des biens à la CEDEAO, beaucoup de prérogatives ont été renforcées, à commencer par la délocalisation des réunions. En novembre prochain, cette commission entend détacher une équipe de parlementaires pour circuler dans les zones de Monrovia, Conakry et Freetown. L'atelier d'appropriation des tests juridiques du Conseil national de jeunes de Guinée vient de se tenir dans les chefs-lieux des régions administratives de Mamou et Labé. Ces rencontres visent à faire connaître l'avant-projet du statut, règlement intérieur et des critères d'élection du futur CNJ de Guinée. C'est un compte rendu de Bamamadou Alpha. L'idée de la mise en place d'un Conseil national des jeunes de Guinée enchante à plus d'un titre le département des tutelles. C'est pourquoi d'ailleurs le ministère de la Jeunesse apprécie et accompagne cette démarche. D'où la tenue des ateliers d'appropriation des textes juridiques et réglementaires de la future plateforme des jeunes de Guinée. Notre souci ici, c'est de discuter avec vous. On vous a envoyé les documents. Nous les présentons encore ici. Vous examinez et s'il y a des remarques, il y a des intentions ou des choses que vous voulez ajouter, c'est de votre gré. En tout cas, aucun document n'est fait et n'est fini et il n'est pas encore parfait. Donc nous allons discuter de ces documents. Vous êtes libres, puisque ce n'est pas nous qui répondrons de cela, c'est vous qui répondrez de votre structure demain. Et aujourd'hui, il faut trouver une structure qui a la voix consultative et qui va être associée à tous les programmes du ministère de la Jeunesse. Parce que dans les conditions normales, le ministère fait faire. La représentativité, la participation et la coordination de l'ensemble des programmes des associations de jeunesse sont les trois principaux rôles de cette structure. L'INFP, partenaire de ce projet, reste déterminé à accompagner cette initiative des jeunes de Guinée. Il faut que vous, pour ne pas dire nous les jeunes, il faut qu'on sache maintenant prendre notre destin en main, mais en participant positivement. Partout où on est, qu'on soit à Douné, à Kankalabé, on peut être utile. Je peux compter sur vous, l'UNFP peut compter sur vous, et le ministère peut compter pour vous. Donc on est ensemble. La centaine de jeunes venus des communes urbaines et rurales des régions administratives de Mamou et Labé ont tous salué cette initiative. Je trouve cette initiative elle est salutaire et vraiment c'est encourageant. Je trouve vraiment que cette initiative est salutaire. J'apprécie beaucoup. J'ai réussi à voir beaucoup de choses que je ne savais pas et puis c'est vraiment bon de mettre en place un comité de jeunes pour que les jeunes aussi assistent au travail que les autres y font et puis aussi il faut que les jeunes chassent ce qui se passe au niveau, disons, à la tête, disons, au gouvernement. Il faut que les jeunes aussi participent pour le développement. Les participants à ces ateliers sont sommés de faire la restitution dans leurs lieux respectifs afin d'accélérer la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Pour rappel, la mise en place de ce Conseil national des jeunes de Guinée a été décidée en Conseil des ministres du 16 avril 2017 et cela correspond à une recommandation de la Charte africaine de la jeunesse que le gouvernement guinéen a ratifiée en juin 2017. Vu son importance dans la vie d'une nation, les gouverneurs des régions administratives de Mamou et Labé restent déterminés à accompagner ce projet. On écoute respectivement Amadou Wouri Diallo et Sadou Keita. Soyez rassurés, messieurs les cadres du département de la jeunesse venus de Conakry, du soutien total des autorités régionales, préfectorales et communales de Mamou pour ce que vous faites dans ce pays et pour ce pays en faveur de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse, si on ne la récupère pas le plus tôt, ça va être compliqué pour notre pays. Et c'est pour ça donc
la mise en place de ces conseils. Et je suis convaincu, j'en suis tellement convaincu que j'ai vécu l'expérience. C'est ce qui fonde ma conviction. Des jeunes qui s'apparentent, qui intègrent ces conseils avec leur sensibilité. Je sors de cet atelier très heureux, très heureux. Et je suis certain que je vais accompagner les structures qui seront mises en place dans ma région. Un mot de santé dans cette édition parle de la carie dentaire, une maladie caractérisée par un ramollissement des tissus durs de la dent qui évolue vers une cavitation appelée cavité carieuse. La carie dentaire est classée comme 4e fléau après les maladies cardiovasculaires, le VIH-Sida et le cancer par l'Organisation mondiale de la santé. Et Diao Bachir a rencontré un spécialiste. Suivez. Il y a quelques années, selon certains observateurs, la carie dentaire était une pathologie peu connue et dont on parlait moyen. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, la maladie devient de plus en plus une réalité préoccupante. Dr Boubacar Abobo Diallo est chirurgien dentiste. Il revient sur le processus carieux de cette pathologie. Elle se manifeste, comme je venais de le dire, par la formation d'une cavité des bactéries à travers la dent en bouche qui se nourrissent de sucre, et après cette nouille de sucre, elles produisent des déshydratats acides qui attaquent l'émail de la dent qui est constitué en grande partie de calcium. Cette attaque se caractérise par la destruction des tissus durs qui va évoluer vers une cavité dans la bouche. Selon le chirurgien dentiste Boubacar Bobo Diallo, les causes principales de la carie dentaire sont la mauvaise hygiène bucco-dentaire, la consommation abusive des sucres rapides et certains facteurs génériques qui sont également incriminés dans l'apparition ou la formation de la carie dentaire. Selon Dr Boubacar Bobo Diallo, le traitement dans la prise en charge de la carie dentaire est fonction des stades évolutifs de la maladie. Le traitement de la carie dentaire se fait au cabinet dentaire et fonction des stades, parce que la dent est composée de plusieurs couches, à savoir l'émail, la dentine et la pulpe. Donc quand c'est la pulpe qui est atteinte, il faut un traitement approprié qu'on appelle un traitement canalaire ou traitement de canal. Quand c'est la dentine, c'est un coiffage. Quand c'est l'émail, c'est un traitement aussi conservateur par coiffage. Dans la pratique des mesures préventives contre la carie dentaire, il faut se brosser les dents et nettoyer la bouche au moins 2 fois par jour. Conseille le spécialiste. Il s'y était rendu fin avril, alors en pleine campagne électorale. C'est aujourd'hui en tant que président de la République qu'il est revenu à Oradour-sur-Glane. Emmanuel Macron a présidé ce matin à la 73e commémoration du massacre d'Oradour-sur-Glane. C'était le 10 juin 1944. Les nazis avaient alors exécuté les 642 habitants de ce petit village de Haute-Vienne, au lieu symbolique où le président de la République a mené ainsi son premier déplacement consacré à la mémoire. Regardez. Les ruines du village d'Oradour-sur-Glane. Et à côté d'Emmanuel Macron, Robert Ebras, 91 ans. Ce rescapé du massacre raconte comment il a survécu après avoir été mitraillé par les SS allemands. Quand le feu m'a atteint, j'avais pas le choix. Ou je mourrais brûlé vif, où je savais que j'allais mourir quand même. Des enfants bouche bée par le récit de ce survivant. Très tard. Emmanuel Macron serre la main du vieil homme et le remercie pour son témoignage. Écoute, c'est bien que vous leur transmettez tout ça. Oui. C'est beau. C'est ça le sens de ces moments-là. 1 minute de silence dans l'église. Ici, 450 femmes et enfants furent enfermés et brûlés vifs. Les hommes furent mitraillés dans les granges.
Un drame à travers lequel Emmanuel Macron souhaite d'abord s'adresser aux jeunes. Jeunes filles, jeunes gens, les enfants. Ce soir, dans vos familles, vous rapporterez le souvenir de ce martyr et ses enseignements. Vous ne serez plus les mêmes. Mais vous rapporterez aussi, je l'espère, le goût et l'énergie d'édifier sur ces ruines encore chaudes un monde meilleur. Dans les rues du village martyr, Emmanuel Macron discute avec une adolescente. Une commémoration d'abord pour transmettre. 500 enfants venus de toute la France étaient ce matin à Oradour-sur-Glane. Au Royaume-Uni, une semaine après l'attentat perpétré à Londres, la police révèle ce matin que l'attaque aurait pu être encore plus meurtrière. De nouveaux éléments, l'enquête l'atteste. Suivez. Ce sont les premières images dévoilées par la police britannique. Dans cette camionnette utilisée par les 3 assaillants lors de l'attentat du 3 juin à Londres, les enquêteurs ont retrouvé des cocktails Molotov et des chalumeaux. Ils diffusent aussi ces clichés de couteaux en céramique longs de 30 cm aux manches gainées de cuir, retrouvés aux mains des terroristes abattus par la police. Je lance un appel auprès des personnes qui ont déjà vu ce genre de couteaux car ils sont assez inhabituels. S'ils savent où on peut se les procurer ou bien s'ils ont vu des personnes en possession de ces couteaux, signalez-le. Autre révélation, les 3 hommes ont essayé de louer un camion sans succès avant de se rabattre sur cette camionnette. Le bilan de 8 morts et 48 blessés aurait donc pu être encore plus lourd selon la police. Après 12 perquisitions dans l'Est londonien, les enquêteurs pensent avoir localisé le logement où a été préparé l'attentat. Ils y ont retrouvé un Coran ouvert à la page décrivant le martyr et des preuves de l'implication de ces 3 terroristes. On a trouvé des documents d'identité et des correspondances en lien en particulier avec l'un des assaillants, mais aussi des éléments reliés à la veste suicide, enfin la fausse veste suicide. Au total, la police a interpellé 18 personnes à Londres et en banlieue. Seules 5 d'entre elles sont toujours en garde à vue. 9 ans après avoir proclamé son indépendance, le Kosovo reste une zone d'instabilité en Europe. Tensions avec la Serbie, corruption, chômage, dirigeants menacés de poursuites pour crimes de guerre. Les sujets ne manquent pas. Un pays jeune et fragile qui se rendra aux urnes demain pour les législatives anticipées. Regardez. Un mois après la chute de son gouvernement, Isa Mustafa, ici à droite, est venu soutenir Abdullah Oti, le ministre des Finances sortant, ici à gauche. Le premier est tombé faute de résultats économiques dans ce petit pays des Balkans. Le second est présenté comme le Macron kosovar. Le 11 juin, c'est un référendum sur l'avenir du Kosovo. Notre coalition a un programme clairement pro-européen. Elle défend les valeurs européennes, l'état de droit, une guerre sans compromis à la corruption, mais aussi de bonnes relations avec nos voisins. L'universitaire, soutenu par l'Alliance pour un nouveau Kosovo, a tenté de gommer son image trop lisse. Face à lui, Ramo Haradinaj, c'est un ancien chef de guerre. Il espère retrouver le poste de Premier ministre et s'est allié pour cela au parti du président Tachi. Le Kosovo nous demande de combattre la corruption, de combattre la délinquance et le terrorisme, et c'est ce que nous allons réussir ensemble. Haradinaj a promis de renégocier un accord frontalier avec le Monténégro. Il rejette en revanche la normalisation avec la Serbie voisine, qui le considère comme un criminel de guerre et qui du reste n'a jamais accepté de reconnaître l'indépendance du Kosovo, proclamée unilatéralement il y a 9 ans. Le petit pays reste marqué par un très fort taux de chômage, 1/3 de la population, un manque de perspective qui incite les jeunes à partir. Je quitterai le Kosovo dès la fin de mes études pour trouver un emploi. Il n'y a rien ici. Dans ce contexte, les candidats n'ont pas été avares de promesses économiques. Le faiseur de roi pourrait bien être Albin Kurtin, un ancien leader étudiant, aujourd'hui chef du parti Autodétermination. Donald Trump contre-attaque. Le président des États-Unis se dit prêt à démentir sous serment le témoignage de James Comey, l'ancien chef du FBI, qui affirme avoir été contraint d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale, contraint par le chef de la Maison-Blanche lui-même. Suivez.
Le président Trump est sorti d'un long silence d'un peu plus de 24 heures. La journée a commencé avec un tweet dans lequel il reproche à l'ex-directeur du FBI d'avoir rapporté des faussetés sous serment. James Comey confirmed a lot of what I said, and some of the things that he said just weren't true. Par la suite, en présence du président roumain à la Maison-Blanche, le président américain a déclaré que jamais il n'a exigé de l'ex-chef du FBI de lui être loyal. I hardly know the man. I'm not going to say I want you to pledge allegiance. Who would do that? Je le connais à peine, déclare Donald Trump. Je ne vais pas lui demander sa loyauté. Il accuse James Comey d'avoir orchestré la fuite de ses notes sur le contenu de leur conversation au bureau Oval. L'ex-directeur du FBI a lui-même admis avoir permis la publication de ces mémos. In the meantime, no collusion, no obstruction. He's a leaker. Il n'y a pas eu, affirme le président, de collusion avec les Russes. Il n'y a pas eu d'entrave à une enquête et Comey a remis de l'information à la presse. Donald Trump se dit prêt à répéter ses paroles sous serment. So he said those things under oath. Would you be willing to speak under oath to give your version of 100%. Les journalistes ont aussi tenté de savoir si la Maison-Blanche possédait des enregistrements des conversations entre Trump et Comey. Vous serez mis au courant, dit-il, rapidement, et vous allez être déçus. Le comité de la Chambre vient de demander que ces enregistrements, s'ils existent, lui soient remis avant le 23 juin. La guerre se poursuit donc entre le président Trump et l'ex-directeur Comey. Un combat qui risque de durer des mois, voire des années. Et prenons à présent pour finir la direction de Porto Rico, une île au statut complexe, un État libre mais associé aux États-Unis, un État surnommé la Grèce des Caraïbes pour ses plages chez certains, mais aussi pour la crise économique qui le frappe. Regardez. Un air de salsa aux oreilles d'anciens présidents américains. Une image susceptible de prendre toute sa dimension ce dimanche à Porto Rico. L'île caribéenne pourrait devenir le 51e État américain. C'est en tout cas la question qui sera posée par référendum aux habitants de l'archipel. Plus de 3 millions d'électeurs vont se prononcer sur l'avenir de leur pays. Indépendance, statu quo ou devenir un État américain à part entière. Mais entre citoyenneté américaine et fierté portoricaine, les avis sont partagés. Moi, je suis contre le référendum qui coûte presque 8 millions d'euros pour un référendum qui n'est qu'un jeu politique entre les partis qui se renvoient la balle. Moi, je veux un État à part entière parce que nous, en tant que portoricains, nous avons le droit d'avoir les mêmes options que les résidents là-bas aux États-Unis. Un sentiment d'inégalité qui émane du statut complexe de l'île. Porto Rico est un État libre mais associé aux États-Unis. Ses habitants peuvent donc s'installer et travailler librement sur le sol américain, mais n'ont pas le droit de voter à la présidentielle. Un pied dehors et un pied dedans, une ambivalence que le gouverneur Ricardo Rossello, arrivé au pouvoir en janvier dernier, a promis de lever en proposant ce référendum. Celui-ci n'est pourtant pas le premier en la matière. C'est le 4e référendum qui a lieu à Porto Rico depuis 1967 et ils n'ont jamais rien donné. Les États-Unis n'en ont pas tenu compte, c'est une perte de temps et d'argent. Le scrutin de dimanche s'inscrit également dans une crise historique. L'archipel se déclare en faillite et enregistre 74 milliards de dettes. Loin de l'image paradisiaque, Porto Rico est une île à la dérive, déjà surnommée la Grèce des Caraïbes. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de ce journal. Mille merci pour la fidélité et excellente soirée à tous.